Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas Da Silva. Bonjour. Donc on se retrouve pour un entretien. Alors Nicolas Da Silva, vous êtes chercheur au Centre d'économie de l'Université Paris 13. Vous travaillez sur l'économie politique de la santé, l'économie de la sécurité sociale et de la protection sociale, ainsi que sur le capitalisme et son dépassement. Vous avez été le co-auteur de Économie de la santé et puis surtout vous êtes l'auteur de La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, préfacée par Bernard Friot, sorti en 2022 chez La Fabrique, ce qui nous a valu quand on l'a commandé un magnifique tote bag de La Fabrique avec un petit message de remerciement, donc on les remercie aussi. Bon, c'est un livre qui a quand même beaucoup fait parler. Bon, vous écriviez vous déjà avant dans Alternative économique, vous avez écrit dans le Diplo récemment. C'est un livre qui a beaucoup fait parler parce que vous avez été invité à plusieurs reprises pour parler de la sécurité sociale. En plus, on a un grand débat sur les retraites. On a aussi eu le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est passé à coup de 49.3. Donc c'est un livre vraiment dans l'air du temps, dans lequel vous résumez un petit peu l'histoire de la sécurité sociale et surtout un peu comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce qu'il faudrait privatiser une partie de la Sécu, est-ce qu'il y a un déficit, etc. Aussi un point, vous avez un compte Twitter sur lequel vous êtes un peu un sniper, où vous faites des longs trades pour un peu dénoncer toutes les exonérations de cotisations que peut faire l'État, qui a créé le trou de la Sécu, et puis même vous êtes fait remarquer avec toutes les prises de position sur le collectif un peu médecins pour demain. Alors je ne veux pas vous mettre dans la sauce en disant que vous êtes un de leurs adversaires, pas du tout, mais vous avez un peu remis aussi en perspective la lutte des médecins libéraux, enfin ce que ça a été au fil des années, et donc voilà, vous avez pu... c'est pas vulgariser, ce que j'aime pas ce mot, mais en tout cas voilà, vous avez été un peu le sniper sur les questions de sécurité sociale, ne laissant rien passer à chaque fois et toujours tout le temps remettre en perspective ce qu'est la sécu dans notre histoire et comme quoi c'est le fruit aussi d'une longue lutte. Alors pour commencer, peut-être parce que c'est aussi le cœur du livre, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que c'est que l'histoire de la sécurité sociale, comment on en est arrivé à ce système, quel est-il aussi, et comment au fil des années on en est arrivé là. Alors tout à l'heure vous me demandiez où est-ce qu'il fallait commencer, vous vouliez sur le 19e, je pense que c'est une bonne chose. Merci d'abord pour cette présentation élogieuse et ensuite merci pour l'invitation bien sûr. Et sur cette histoire de la Sécu, en fait dans ce bouquin et dans mes travaux j'essaie de me poser la question aussi naïvement que possible, c'est-à-dire la Sécu, on se rend compte que ça marche vachement bien. Surtout sur les questions qui m'intéressent moi, la santé, c'est celle où je suis plus compétent, mais aussi quand on regarde le système de retraite, on a un des systèmes de retraite qui fonctionne le mieux au monde. Ça marche vachement bien, et pourtant on nous dit tout le temps qu'il faut le réformer, voulant dire réduire l'accès aux droits des gens. Donc c'est pas super sympa. Et alors je me pose la question, mais pourquoi est-ce que cette Sécu qui marche vachement bien, aujourd'hui alors qu'on n'a jamais été aussi riche d'un point de vue économique, on nous dit qu'il faut la réformer Comment est-ce que finalement on a réussi à la mettre en place à une époque où on était pauvre? Parce que si on prend les grandes dates de la Sécu, en tout cas plus pauvre que maintenant, si on prend les grandes dates de la Sécu, notamment 45, on sort de la guerre. Et pourtant c'est une grande date pour l'histoire de la Sécu. Donc la question que je me pose dans mes travaux, c'est bien celle-là, c'est d'où vient ce système de santé? Et surtout, comme il vient de périodes dans lesquelles on était plus pauvre, c'est bien que l'enjeu c'est pas un enjeu d'argent. Et donc l'accent que j'essaie de mettre dans mes travaux et dans ce livre en particulier, c'est de dire que l'histoire de la Sécu, c'est d'abord une histoire de conflits sociaux, mais aussi, il faut le dire, de conflits militaires. Alors si on parle du 19e siècle, c'est un très bon point de départ, hein. Si on regarde le système de santé tel qu'il existe au 19e siècle, il existe des choses, il existe des hôpitaux, il y a des médecins, des soignants divers et variés, relativement peu. Et surtout, les gens n'y ont pas beaucoup accès, très peu accès. Le système se développe au 19e, il se développe notamment grâce à des initiatives qui sont des initiatives ouvrières, en développant les mutuelles. Il se développe avec ce qui existe auparavant, avant le 19e siècle, l'hôpital, la charité, ce genre de choses. Mais il est extrêmement peu développé. Il se concentre essentiellement sur les personnes les plus pauvres, il est très inégalitaire. Et pourquoi la situation ne change pas tout au long du 19e siècle ? Tout simplement parce que l'État refuse d'imposer des formes de protection sociale publique. Et alors comment elles vont arriver ces formes de protection sociale publique? Plus tard, par des grands conflits, des conflits sociaux, type lutte de classe, si on veut les appeler comme ça, ou des conflits militaires. Après les grandes guerres mondiales, la société change radicalement. Et pour mettre le couvert sous la brutalité des rapports sociaux, l'État va être obligé d'imposer des choses qu'il pensait impossibles autrefois. Et c'est pour ça que
qu'est-ce qu'on va inventer? Tout simplement un taux de cotisation. On va mettre en place une cotisation obligatoire, et c'est en rendant obligatoire le financement de la protection sociale qu'elle va se développer. Et c'est ce qui se passe, notamment après 45, où c'est parce que le taux de cotisation augmente qu'on est capable de financer le développement du système de santé. Et ça, c'est intéressant quand on regarde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le taux de cotisation n'augmente plus. D'ailleurs, la cotisation est remplacée par la CSG qui elle-même n'augmente plus dans des proportions suffisantes. Et alors, on se dit, mais c'est le marché qui va réussir à développer les modes les productions de soins dont on a besoin à l'hôpital, en pharmacie, etc. etc. Ben, penser que le marché va faire ça spontanément de façon efficace et égalitaire, c'est penser comme au 19e siècle, alors que ça ne marchait pas. Et donc l'enjeu, à mon avis, c'est de reprendre conscience du fait que le développement des systèmes de santé, le développement des systèmes de protection sociale, c'est pas d'abord une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Et le pouvoir de qui? Le pouvoir, principalement, des intéressés eux-mêmes. Et c'est bien aujourd'hui, et depuis de très nombreuses années, parce que les intéressés, les cotisants à la sécurité sociale, n'ont plus de pouvoir dans cette institution, que l'État est en capacité d'organiser la félicité du capital. Parce que ça, justement, la question du pouvoir, je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais en fait la sécurité sociale, ça n'a pas toujours été l'Assemblée nationale qui vote le budget de la Sécu. Ça n'a pas toujours été ça. Pendant un temps, c'était aussi les travailleurs eux-mêmes qui définissaient les dépenses de la sécurité sociale. Est-ce que ça, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a été Alors, est-ce que c'est pas tout à fait ça? Bien sûr. Alors, l'idée est exactement, on est en plein dedans. C'est l'idée de dire que la protection sociale publique, elle n'a pas toujours été étatique. C'est-à-dire qu'on a eu une protection sociale publique dans le domaine de la santé, mais qui n'est pas dirigée par l'État, qui était dirigée au moins en partie par les intéressés directement. Et donc la grande innovation en 1945, avec la sécurité sociale, c'est pas l'invention des caisses de sécurité sociale, il y en a déjà avant. C'est pas l'invention d'un taux de cotisation obligatoire, il augmente, mais il y en avait déjà avant. La grande innovation, et ce qui va faire que c'est vraiment un moment révolutionnaire d'un point de vue d'économie politique et d'un point de vue social, c'est le fait que c'est les intéressés eux-mêmes qui vont choisir. Dans les caisses de sécurité sociale, il va y avoir une majorité élue par les cotisants. Les salariés cotisants, à l'époque, c'est essentiellement des ouvriers. Donc dans chaque caisse, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, il y a des élections, et 3/4 des sièges sont pour les ouvriers eux-mêmes, 1/4 encore pour le patronat. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ayant le pouvoir politique sur l'institution, ils vont pouvoir, ces gens-là, qui ont dirigé pendant un temps la sécurité sociale, en finir avec les pratiques de paternalisme social qui existaient dans le passé. Parce que dans le passé, ceux qui dirigeaient les institutions de protection sociale, ce n'étaient pas ceux qui en étaient bénéficiaires. C'était une mutualité qui était devenue complètement intégrée à l'ordre dominant et complètement paternaliste. C'était le patronat lui-même qui utilisait la protection sociale pour faire de la concurrence pour mettre en concurrence les salariés. C'était le clergé qui a toujours eu la volonté de mettre la main sur des formes de protection sociale. Et donc le grand changement en 1945, c'est ça. C'est le pouvoir des intéressés. Ce que j'appelle dans le bouquin la sociale, pour l'opposer à l'État social. Parce que l'État, encore aujourd'hui, il ne dit pas on va arrêter de financer une protection sociale publique. Ce qu'il dit, c'est que comme il n'y a plus d'argent, on va faire la solidarité à ceux qui en ont plus besoin et les autres iront sur le marché. Donc ce que fait notre État, c'est pas en finir. Alors peut-être que ça arrivera plus tard, mais aujourd'hui, et quand on regarde ce qui s'est passé ces 40 dernières années, il ne dit pas on veut en finir avec la sécurité sociale. Au contraire, toutes les réformes, c'est pour dire, pour la sauver, il faut la réformer. Et donc, même s'il y a une réduction des droits, l'espace de l'État social est très fort, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre des marchés au privé. Dans le cas de la santé, c'est très clair. À partir des années 80, l'État reprend la main, il décide d'arrêter d'augmenter les taux de cotisation. Et comme il arrête d'augmenter les taux de cotisation sur la santé, il dit il y a quand même des besoins de santé, comment on va les financer ? En passant par les complémentaires santé. Et donc là se développe le marché des complémentaires qui lui-même est développé indépendamment de la volonté populaire. En fait, les gens ils détestent leurs complémentaires la plupart du temps, parce qu'ils savent que ça coûterait extrêmement cher. Et que c'est inégalitaire parce que globalement tout le monde n'a pas de complémentaire, même si on est proche de 100%, il reste des millions de gens sans complémentaire, mais même ceux qui en ont, ils n'ont pas la même.
contrairement à la sécurité sociale. Et donc ce que fait l'État, c'est ça, c'est qu'il va, alors dans le langage technique, hein, il va cibler, il va avoir des politiques de ciblage. On va donner plus à ceux qui sont supposés en avoir le plus besoin. Et c'est vrai, par exemple, les dispositifs pour les maladies chroniques, ALD, par exemple, les dispositifs pour les plus pauvres, avant ça s'appelait la CMU, maintenant ça s'appelle la couverture santé solidaire, ou alors à l'hôpital, où c'est très difficile de rentabiliser le gros risque, parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc on va cibler les remboursements là et laisser se développer le marché à côté. Et c'est pour ça que ce qu'on observe, c'est que en ayant été dépossédés de la protection sociale, de leur pouvoir sur la protection sociale, il a été beaucoup plus facile pour l'État vraiment d'organiser non pas une opposition État-marché, mais une articulation entre les deux, où l'État s'occupe de la solidarité, ce qui permet de légitimer le développement du marché. Et donc c'est pour ça que l'un des enjeux et l'une des thèses du livre, c'est que, bien entendu, dans plein de domaines de la santé, il faut plus d'argent. Mais peut-être qu'avant le plus d'argent, il faut poser la question du pouvoir, de qui décide dans le système de santé. Et comme vous l'avez dit, de plus en plus, c'est l'État, c'est l'Assemblée qui décide. Et on sait très bien que toutes les limites qu'a le principe représentatif. Parce que on sait bien que tout le monde ne peut pas se faire élire, que les représentants n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les représentés, et que c'est une conception particulière de la démocratie qui est en opposition avec d'autres, notamment avec la démocratie sociale qui existe lorsque c'était les ouvriers et les cotisants qui décidaient pour eux-mêmes. Et donc vraiment l'enjeu, c'est l'enjeu de pouvoir, qui décide, parce que en changeant l'ordre du pouvoir, alors il sera beaucoup plus simple de prendre des décisions économiques qui semblent évidentes. On pourrait parler par exemple du cadet complémentaire. Je sais pas. Si, je suis un peu bavard. Hein. Ah non, très bien, je cherchais les rebonds à chaque fois. Mais du coup, juste avant les complémentaires, sur la question de qui décide, quand est-ce qu'on a eu la transition de. Les soignés, on va dire, décident pour eux-mêmes, enfin les travailleurs décident pour eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, maintenant c'est l'Assemblée qui décide, et encore quand elle décide, puisque le dernier budget de la Sécu est adopté par 49.3. Quand est-ce qu'on a eu cette transition-là ? Quand est-ce qu'on a eu ce moment, ce basculement où en fait c'est plus ceux qui cotisent, tout le monde cotise, mais disons que c'est plus les travailleurs qui vont décider eux-mêmes de quel allait être le budget de la Sécu, quel allait être le taux de cotisation, etc. Quand est-ce qu'il y a eu cette bascule-là ? C'est très étonnant, mais dès le début. Parce que, en fait, moi, quand je présente les choses, c'est vrai que je vais parfois un peu vite, et je présente l'idée que la sécurité sociale, le régime général de sécurité sociale en 1945, c'est un régime des travailleurs. Mais en fait, le pouvoir n'est pas tout entier dans les mains des travailleurs, parce que, contrairement à la mythologie selon laquelle il y a un grand accord national pour faire la Sécu et pour la faire telle qu'elle a été faite, c'est-à-dire en donnant le pouvoir aux travailleurs, dès le début, il y a des oppositions massives. Et donc, comme dès le début il y a des oppositions massives, il y a des limites au pouvoir des élus du monde du travail. Par exemple, ils ne décident pas du taux de cotisation. Ça a toujours été l'État qui a gardé le taux de cotisation. Ils ne décident pas de la définition de pas mal de prestations. D'accord ? Mais ils pouvaient décider de beaucoup de choses quand même. Ils décidaient de certaines prestations, notamment dans la négociation conventionnelle avec les médecins libéraux. Ils pouvaient décider d'utiliser une part de des cotisations pour faire des œuvres sociales. Et surtout, c'est eux qui organisaient la collecte des cotisations. Et donc il faut s'imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des ouvriers, un jour ils vont bosser, ils sont sous la domination du patron, et le lendemain ils mettent leur casquette de la Sécu et ils viennent chercher les cotisations. C'est ça que ça veut dire. Donc évidemment, c'est des rapports sociaux qui ne sont pas du tout acceptables pour les dominants. Donc il y a tout un tas de pouvoirs qui existaient, et notamment le fait d'être en mesure d'organiser la délivrance des prestations. Un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que on retrouve une forme de paternalisme social, c'est-à-dire sur toutes les prestations, on va poser la question, mais est-ce qu'elle est vraiment légitime ? Ça c'est pas neuf. Cette idée de remettre en cause les prestations sociales, elle est très ancienne. Donc c'est une des formes du paternalisme. C'est toi, tu es malade, tu peux pas aller travailler, mais est-ce que tu es sûr que tu es malade pour des bonnes raisons ? Est-ce que tu n'es pas ivrogne ? Est-ce que tu n'es pas imprévoyant, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui traverse l'histoire des débats sur la protection sociale. Or, en 1945, quand c'est des ouvriers qui organisent l'accès aux prestations d'autres ouvriers, il n'y a pas ce paternalisme social. Donc ça facilite l'accès aux prestations. Mais, comme je l'ai dit, et donc pour en venir à la question, dès le début c'est l'opposition. Et c'est tellement l'opposition que l'Assemblée
en 1949, il y a déjà un grand débat pour savoir s'il faut en finir ou pas avec la Sécu. Okay. Et avec des arguments qui sont extrêmement contemporains. On nous dit oui, mais avec l'Europe, vous savez, on va être en concurrence avec les autres entreprises, comment on va faire si on a une Sécu qui est la plus coûteuse du monde? Un député qui était président du Conseil sous la Troisième République nous dit mais comment vont faire nos entreprises en concurrence avec les entreprises japonaises? À l'époque c'est le Japon, c'est pas la Chine. Avec les entreprises japonaises qui mangent, dans lesquelles les ouvriers mangent un bol de riz comme leurs ancêtres. Plein d'arguments qui sont extrêmement contemporains. On va dire, par exemple, que c'est pas raisonnable d'offrir des droits aux soins aux gens s'ils vont en abuser. Et ça va réduire la productivité dans les entreprises. Les médecins sont trop généreux en termes d'arrêt de travail. Il y avait déjà ces débats même sur les arrêts de travail à l'époque. Bien sûr, parce que justement, la grande crainte, qui est une crainte mythifiée, mais la grande crainte, c'est que les gens vont s'arrêter n'importe comment, et s'ils s'arrêtent n'importe comment, ça va baisser la productivité des entreprises. Et donc dès le début, ces grosses oppositions, et donc ces oppositions fait que le régime général tel qu'il existe, c'est-à-dire un régime général porté, dirigé par les travailleurs, subit déjà les foudres de l'opposition et des réformes. Les réformes qui sont d'abord ponctuelles, mais progressivement elles vont être beaucoup plus structurelles. Et cette sécurité sociale-là, qu'on a oubliée, dont on a souvent oublié l'existence, elle va être liquidée par qui? Par De Gaulle, en 67, avec les ordonnances Jeannet, qui vont commencer à retirer du pouvoir aux travailleurs. Alors qu'on était sur un mode 3/4 de siège aux travailleurs, 1/4 au patronat, on va passer au paritarisme. Le problème du paritarisme, c'est que les employeurs sont toujours ligués les uns avec les autres, et de l'autre côté, il reste à trouver un seul représentant des travailleurs pour faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent limiter les dépenses, limiter les cotisations, etc. etc. Autre grand moment de cette étatisation, du transfert progressif du pouvoir, tout ça, ça se passe pas de façon brutale et en un seul coup. C'est 95 avec les ordonnances Juppé. Et c'est intéressant parce qu'en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup des ordonnances Juppé et on parle beaucoup du fait que 95, c'est une des dernières grandes victoires du mouvement social. Et c'est vrai, ça a été une victoire, notamment sur l'aspect des retraites, puisqu'il y a eu un recul sur la volonté de réformer les retraites. Il y a aussi eu un recul, ça on l'oublie aussi un peu, sur la volonté de démanteler la SNCF. Évidemment, tout ça a été fait plus tard, mais à ce moment-là, c'est de ce point de vue-là une grande victoire. Mais le plan Juppé, c'était pas que ça. C'était aussi la poursuite de l'étatisation de la Sécu, donc ça veut dire la dépossession du pouvoir des travailleurs auto-organisés. Et par plusieurs dispositifs. Dans la santé, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on invente les ARH, par ordonnance. Les ARH, Agences Régionales d'Hospitalisation. Aujourd'hui, elles sont connues sous le nom d'ARS, Agence Régionale de Santé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la constitution d'une administration de la santé qui, contrairement à ce qu'indique son nom, elle n'est pas du tout régionalisée. Il n'y a pas une décentralisation du pouvoir. En fait, les ARS, d'une certaine manière, c'est des préfectures de santé. Elles appliquent à un niveau régional les directives du niveau national. Et donc ça renforce le poids de l'État dans la décision. À ce moment-là, sont créées les fameuses lois de financement de la sécurité sociale. Mais donc là, c'est à l'occasion d'une révision constitutionnelle, on impose le fait que chaque année, le Parlement doit voter le budget de la Sécu, en particulier le budget de la santé. C'est à ce moment-là qu'on crée l'ONDAM, l'objectif national d'évolution, de dépenses d'assurance maladie. Objectif qui deviendra presque contraignant, quoi. Alors il ne l'est pas vraiment légalement, mais en tout cas tout est fait pour qu'il le devienne, et de fait l'écart entre l'objectif et le réalisé est de plus en plus faible. Et donc ce que ça veut dire concrètement, c'est quoi? C'est que ça veut dire que les parlements, on a l'habitude de ça, ce qu'il fait tous les automnes, parce que ça doit être voté avant la fin de l'automne, c'est qu'il va y réfléchir à comment on va dépenser les sous. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est comme ça qu'on organise la petite ritournelle sur le trou de la Sécu et les nécessaires réformes. Et c'est comme ça, tous les automnes, on a les médias qui commencent à nous dire oui, le trou de la Sécu prévisionnel est de temps, alors il va probablement falloir prendre des mesures d'économie, et voilà lesquelles sont prévues dans l'ONDAM. Et donc on institutionnalise ce truc-là, et ça c'est 95 Juppé. Et l'ONDAM, justement, c'est l'outil qui permet le sous-financement, quoi.
C'est-à-dire que tous les ans, on augmente l'Ondam de X%, mais en fait, c'est toujours en dessous des 4% que la commission des comptes de la Sécu... elle nous explique que tous les ans, il faudrait augmenter à peu près de 4% le budget des hôpitaux, de la santé, pour répondre aux besoins de la population, mais qu'elle vieillit, comme il y a aussi davantage de technologie, etc. Et l'Ondam est toujours en dessous, quoi. Sous Hollande, c'était à 1% par an, à peu près, alors qu'il fallait augmenter de 4%. C'est toujours un peu difficile, des fois, aux gens d'expliquer... parce que l'État dit mais non, on n'a pas fait d'économie puisqu'on a dépensé X milliards d'euros. Oui, mais en fait c'était ça, mais c'était moins que ce qui était prévu. Aujourd'hui, on a même Gabriel Attal qui nous explique que depuis 2017, ils ont investi, je crois que c'est 80 ou une quarantaine de milliards, je crois, pour la Sécu. Et en fait, il prend tous les Ondam accumulés depuis, il prend 1%, plus 1%, plus 2%. Il dit regardez, depuis le début, 40 et quelques milliards d'euros pour la sécurité sociale. Alors ça veut absolument rien dire. Je pense que c'est très important d'expliquer. C'est pas parce que le budget augmente que les choses vont mieux. Des fois, le budget il peut augmenter, ça va plus mal, et c'est ce qui se passe pour l'hôpital. Les budgets augmentent pourquoi ? Parce que y a des grilles de salaire, donc les salaires des gens augmentent, il faut bien les payer. Parce que le prix des choses augmente, en règle générale, c'est l'inflation. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des évolutions technologiques. Donc, pour assurer le même niveau de soins, il faut une augmentation du budget. C'est ce que calcule, c'est ce qui est calculé, comme vous l'avez dit, régulièrement. Et ce qu'on appelle les économies, la plupart du temps, c'est pas on va dépenser moins, c'est vrai. On dépense toujours plus, mais le plus qu'on dépense, il n'est pas nécessaire pour rester à un niveau de production de soins équivalent. Et c'est pour ça que c'est très bizarre pour les gens. On leur dit il y a des économies, ah bon, il y a des économies, mais le budget augmente. Ah oui, mais c'est pas parce que le budget augmente qu'il n'y a pas d'économie. Et surtout que il y a un risque que ce soit exponentiel, parce que plus on fait du sous-financement tous les ans, on peut imaginer que l'année d'après, du coup, il faudrait investir encore plus, puis encore plus pour combler le sous-financement de l'année d'avant. Voilà. Et tout ça, à chaque fois, pour rester à un niveau de service qui est le même, alors qu'on pourrait considérer que le niveau de service doit augmenter. Par exemple, sur les questions liées à la dépendance, le niveau de service doit augmenter. Donc il faudrait probablement que l'Ondam soit supérieur à celui qui est nécessaire pour avoir un service identique d'une année sur l'autre. Et alors justement, j'avais une première question déjà, mais peut-être très rapide. Vous parlez de 67 et des ordonnances. Après, il y a mai 68. Ça n'était pas à l'ordre du jour de mai 68 de récupérer la plus grosse proportion de travailleurs dans la sécurité, dans les branches de la Sécu ou dans la Sécu. C'était pas du tout une revendication. Dans tout ce que j'ai lu, alors peut-être que moi je connais pas suffisamment bien cette période, mais dans ce que j'ai lu, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Parce qu'il faut aussi avoir en tête, et l'une des raisons qui est évoquée pour expliquer pourquoi c'était pas à l'ordre du jour, parce que entre 45 et 67, ce qui se passe, c'est que d'abord il y a beaucoup de réformes qui sont impopulaires. Donc il y a beaucoup de mots d'ordre en 68, mais aussi l'État n'a pas rien fait. Il a beaucoup bureaucratisé le fonctionnement de la sécurité sociale, et pour les syndicats, ce qu'ils disent d'eux-mêmes alors, c'est qu'ils se disent bah oui, on était devenus des bureaucraties, et donc pour nous c'était plus un enjeu politique. Et donc pourquoi pas le laisser à des experts. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un enjeu massif en 68, ça ne sera pas non plus forcément en 81, alors que il se passe des choses, il y a à nouveau des élections, etc., etc. Mais ça ne devient pas un enjeu aussi fort qu'il a pu être que ce qu'il a pu être par le passé. Sur le trou de la Sécu maintenant. C'est vrai que c'est un truc, alors moi j'ai 26 ans, j'ai toujours entendu parler du trou de la Sécu, sauf pendant le Covid. J'ai eu le sentiment qu'il n'y avait plus trop de questions de trou de la Sécu, qu'on a eu je vous le demanderai après, est-ce qu'on a eu un Macron de gauche à ce moment-là, un Macron pour l'autogestion, etc. ou pas. Mais sur le trou de la Sécu, justement, dans le livre, ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est un agenda politique, le trou de la Sécu, sur les 40 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, enfin, d'où vient le trou, qui a creusé le trou, et est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est des coups de pelle hasardeux qui ont créé un trou, ou est-ce que il y avait vraiment une stratégie pour l'État de créer ce trou de la sécurité sociale, dans la sécurité sociale? Il y a plusieurs choses à dire. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui même, la sécurité sociale est en excellente santé financière. Et l'exemple typique, si on sortir beaucoup de chiffres, c'est le confinement. Le premier confinement, l'économie s'arrête partiellement, donc il y a moins de rentrées de cotisation, il y a beaucoup plus de dépenses, et pourtant la Sécu continue à assurer les prestations et les versements. C'est bien que cette institution-là, elle est si forte
que même quand ça va pas, elle peut continuer à exister. Ce qui n'est pas le cas de plein d'entreprises. Enfin, fermer des entreprises pendant 3 mois, la plupart elles font faillite après. Parce qu'elles ont besoin de rentrée d'argent régulière. Donc il est évident que cette histoire du trou de la Sécu, c'est vraiment, comme vous le dites, c'est un agenda politique, c'est une construction qui permet de fixer dans la tête des gens, la Sécu, elle va pas bien, mais comme on l'adore, il faut la sauver. Et pour la sauver, il faut faire des économies. Parce que la deuxième idée qui vient tout de suite après le trou de la Sécu, c'est l'idée que on dépense trop, donc. Alors qu'en fait, on pourrait très bien dire que c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de ressources. Et ça, j'y reviendrai juste après. Mais toujours sur cette idée du trou, quand on regarde les comptes des administrations de sécurité sociale, en fait, il y a plein de caisses très différentes. Quand on parle généralement du trou de la Sécu, on parle du régime général de sécurité sociale. Et effectivement, le régime général de sécurité sociale est souvent en déficit. Quand on voit ce qui s'est passé justement pendant le confinement, il était en déficit vraiment massif, c'est des déficits records, c'est vrai. Cependant, la Sécu, c'est pas que ça. En France, dans la comptabilité nationale, vous avez ce qui relève de l'État, c'est l'administration centrale, ce qui relève des collectivités locales, c'est l'administration publique locale, et vous avez des comptabilités séparées qui est ce qu'on appelle les ASSO, les administrations de sécurité sociale. Et dans ces administrations de sécurité sociale, il y a plein de caisses, dont le régime général qui est souvent en déficit. Mais si on prend en compte toutes ces caisses, le PLFSS, la loi de financement de sécurité sociale qui est sortie l'automne dernier, elle signe un PLF, elle est à l'excédent. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a deux réponses. La réponse c'est oui pour le régime général, il y a un déficit, mais quand on prend toutes les caisses ensemble, non, c'est en excédent. Et pourquoi c'est en excédent? Parce qu'il y a tout un tas de jeux comptables qui permettent d'annoncer un peu ce qu'on veut. Ou en tout cas on peut annoncer ce qu'on veut tant que les gens en face sont pas conscients de ce qui se passe. Et l'une des raisons pour lesquelles on peut annoncer que la sécurité sociale, dans son ensemble, toutes les caisses, elle est en excédent, c'est parce qu'il y a cette caisse particulière qui est la CADES, qui avait été inventée par Juppé en 1995, et qui sert à rembourser la dette sociale. Donc quand il y a des déficits, la Sécu va chercher de l'argent sur les marchés financiers, ça mériterait une discussion à part, et du coup, elle doit abonder, elle doit financer ça, elle doit le rembourser. Avec des taux d'intérêt, j'imagine. Évidemment. Elle doit rembourser ces marchés, et chaque année, c'est plusieurs milliards d'euros qui vont au remboursement de la dette. Et donc, on pourrait très bien décider de rembourser moins vite la dette, et donc d'avoir des échéances plus longues, ou de dire que la dette doit se reposer sur l'État plutôt que la Sécu, et donc là, le déficit disparaît de lui-même. Néanmoins, et là c'est quand même un deuxième aspect qui est très important, le déficit du régime général existe, et on peut se poser la question, mais pourquoi il existe? Eh bien il existe parce qu'il y a une lutte contre la cotisation sociale, une lutte obstinée contre la cotisation sociale. C'est que nos gouvernements, depuis au moins les années 80, ils font tout pour liquider la cotisation sociale, qui est en fait ce qui a permis de développer le système de protection sociale, notamment en santé. Et il y a les politiques d'exonération de cotisation sociale. Une politique qui est indirecte, c'est une politique de lutte contre le salaire. Quand on lutte contre l'augmentation des salaires par la mise en place la préférence pour des primes, pour de l'intéressement, pour de la participation, toutes ces choses-là ne sont pas soumises à des cotisations, ou beaucoup moins, ça dépend. Et donc là, forcément, ça fait moins de ressources pour la sécurité sociale. Et en fait, c'est cette lutte contre le salaire, lutte contre la cotisation, qui fait que on se passe de ressources. Le dispositif qui est le mieux connu, c'est les dispositifs d'exonération de cotisation sociale. Ces dispositifs, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est le gouvernement dit il y a du chômage, et donc pour régler le problème du chômage, il faut baisser les salaires, parce que c'est le problème du coût du travail. Alors évidemment, les économistes sont très partagés là-dessus, parce que ça marche pas, objectivement. En tout cas, beaucoup d'économistes disent que ça ne marche pas, et très mal. Mais bon, c'est ce que dit le gouvernement, et il dit donc du coup il faut baisser le coût du travail. Comment on fait? On va dire aux entreprises de les payer moins de cotisations. C'est jamais ou rarement des exonérations totales, mais c'est beaucoup d'exonérations. Ça peut coûter très cher. Le dispositif le mieux connu dans l'espace public, c'était le CICE. Crédit compétitivité. Impôt, compétitivité, emploi. Impôt, compétitivité, emploi, exactement. Qui n'est plus un crédit d'impôt. Et donc maintenant ça a été pérennisé. Et ça représentait de l'ordre d'une vingtaine de milliards d'euros par an. C'est ça. Alors une partie était compensée sur le budget de l'État, mais tous ces dispositifs ne sont pas toujours compensés.
Et donc ça fait des manques à gagner pour la Sécu. Et d'ailleurs, juste pour le CICE, pendant longtemps, c'était donc un crédit d'impôt qui était voté dans le projet de loi de finances de l'État. Donc c'était l'État qui donnait de l'argent, hein, pour la faire très courte, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Et donc c'était voté tous les ans. C'était voté tous les ans par l'Assemblée nationale, et aujourd'hui ça n'est plus voté, puisque c'est une exonération de cotisation pérenne. Donc en fait ce n'est plus voté. Et pour le faire voter, à chaque fois il faut dire nous voulons supprimer tel article de la loi de 2018, pour revenir dessus. Mais en fait, il y a aussi eu un jeu démocratique dessus, d'arrêter de débattre le CICE tous les ans et de le mettre en exonération de cotisation pérenne. Et effectivement, c'est 20 milliards d'euros par an. Et en plus, les 3 plus gros bénéficiaires du CICE, c'est Auchan, Carrefour, Casino. Alors que le CICE, c'était fait pour lutter contre la concurrence étrangère. Et il ne me semble pas que Casino, Carrefour et Auchan, que le Carrefour de Limoges soit en concurrence avec un magasin au Luxembourg, quoi. C'est évident, c'est évident. Et donc, dans ces exonérations, il y a des exonérations qui sont, qui sont compensées par l'État et d'autres non. Celles qui ne sont pas compensées, c'est de la perte du coup d'argent pour la Sécu, et donc qui creuse le déficit. Après, il y a celles qui sont compensées. On pourrait dire oui, mais du coup, c'est pas vraiment une perte puisque c'est compensé par l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est compensé par l'État ? Ça veut dire que l'État décide d'attribuer une partie des impôts qu'il prélève ou de s'endetter pour donner de l'argent aux entreprises directement. Et donc il y a des études qui montrent que le CICE, globalement, ça a coûté extrêmement cher, ça a créé très peu d'emplois. Il y a des estimations qui disent que ça n'a pas créé d'emplois, et il y en a d'autres qui disent que ça a créé quelques milliers d'emplois. 100 000 emplois. Exactement. Ce qui a 1 million d'emplois, 1 million d'euros l'emploi. Exact. Et du coup, on pourrait dire, mais avec cet argent-là, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'embaucher directement des gens pour faire du service public ? Par exemple, des aides-soignantes, par exemple, des infirmières. Et donc c'est pour ça qu'il y a une organisation qui est une organisation consciente du déficit du régime général de sécurité sociale. Malgré ça, elle va très bien, mais c'est pas parce qu'elle va très bien qu'il faut pas le dire. Il faut dire qu'effectivement, de façon consciente, il y a une lutte contre les ressources de la Sécu. Or, la modernisation hospitalière, par exemple, dans les années 50, 60, 70, elle a été possible parce qu'il y a une augmentation régulière du taux de cotisation. Dans les années 2000, il faut vraiment y réfléchir. Dans les années 2000, comme on n'augmentait plus le taux de cotisation, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé de faire ce qu'on appelait des plans hôpital. Et les plans hôpital, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les hôpitaux, pour se développer, pour investir, pour innover, pour ouvrir de nouvelles salles, plutôt que de bénéficier des ressources de la cotisation, ils allaient bénéficier, ou de l'impôt, parce que c'est maintenant devenu beaucoup de la CSG, mais peu importe, au lieu de bénéficier de ressources publiques prélevées chaque année, ils vont devoir s'endetter. Et donc nos hôpitaux se sont endettés. L'endettement hospitalier des hôpitaux est passé au début des années 2000 à quelque chose de l'ordre de 10 milliards à 30 milliards. Ils se sont extrêmement endettés. Et qu'est-ce qu'ils font les hôpitaux aujourd'hui ? Aujourd'hui, les hôpitaux remboursent de la dette. Et ils souffrent parce qu'ils remboursent de la dette. Alors que dans les années 50-60, on ne s'est pas endetté pour produire les hôpitaux. On a investi dans les hôpitaux en augmentant le taux de cotisation, pas en empruntant sur les marchés financiers, aux banques ou quoi que ce soit comme ça. Et donc tout ça, c'est pas un problème de connaissance. Les gens qui nous gouvernent savent très bien comment ça marche. D'ailleurs, ils le savent d'autant mieux que ce sont des institutions qu'ils apprécient, qui bénéficient de tout ça, les marchés financiers, ce genre de choses. C'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de rapport de force. Il faut être capable d'imposer à nouveau la légitimité de l'augmentation du taux de cotisation pour pouvoir faire souffler notre système de santé et effectivement investir là où c'est nécessaire. Sur les exonérations de cotisation, dans le dernier Alternative économique sur le pognon de dingue, ils disent que ça ferait 85 milliards d'euros par an d'exonération de cotisation. C'est ça le chiffre Alors, il change en fonction du niveau des exonérations, mais c'est l'ordre de grandeur, oui. Donc ça veut dire, c'est juste pour mettre en perspective, c'est pas tout à fait pareil. C'est par an, c'est ça. Donc ça veut dire que tous les ans, il y a 85 milliards d'exonérations de cotisation sociale, et en même temps, le déficit des retraites dont on parle beaucoup en ce moment, même si on sait que c'est pas si binaire que ça, mais c'est 13 milliards. Voilà. Donc ça veut dire que l'argent exonéré, si ça marchait comme ça, pouvait payer 4, 5, 6, presque 8 fois le déficit des retraites, quoi. C'est des ordres de grandeur. Ça veut pas dire que si on le faisait
ça marcherait aussi simplement que ça, parce que maintenant, en fait, et c'est ce que dit aussi de façon assez juste ce dossier, et les économistes qui ont travaillé dessus, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises, elles ont l'habitude. Elles ont pris l'habitude pour elles de plus avoir payé toutes ces cotisations, et que si d'un coup d'un seul on leur met 80 milliards de cotisations en plus, et ben probablement qu'il y aurait des effets autres que simplement rien, quoi. C'est ça. Donc, mais ça veut pas dire que progressivement on peut pas revenir sur ces exonérations, ce qui permettrait de financer la Sécu. Tout à l'heure vous nous avez parlé des mutuelles. Ouais. Alors du coup on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on passe des fois on parle du 100% sécu, comment ça pourrait marcher, qu'est-ce qu'on fait des mutuelles, parce que nous on en rencontre des fois des mutualistes qui nous disent ouais mais c'est important, ça nous permet de financer des actions, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire, voilà, des mutuelles, de la sécu, ou est-ce qu'il faudrait plutôt privatiser la sécu, ou enfin qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Alors pour les mutualistes, il faut dire, oui, la mutualité a une histoire glorieuse. Mais cette histoire glorieuse, elle va pas plus loin que le 19e siècle. Dans sa majorité. Après, il reste encore beaucoup d'histoires très glorieuses au 20e, notamment par exemple les mutuelles ouvrières qui vont créer des centres de santé, notamment dans la région de Marseille, pour contester le libéralisme médical. Mais massivement, la mutualité, si elle persiste après 1945, elle persiste en résistance à la Sécu. C'est vraiment un opposant de première minute à la Sécu en 1945. Et d'ailleurs, dans les PV des conseils d'administration de la FNMF, Fédération Nationale de la Mutualité Française, on me dit que la Sécu c'est totalitaire, quoi. Donc il faut quand même avoir en tête là-dessus, enfin ça en tête, pardon. Mais aujourd'hui, concrètement, le cas des complémentaires, c'est un cas qui illustre bien le fait que le problème à la Sécu, c'est pas que l'argent. On a parlé de l'argent avec les cotisations, mais c'est pas que ça, c'est aussi le pouvoir. Et donc là, l'enjeu, c'est de savoir qui a le pouvoir de décider ce qu'on va faire de ces complémentaires. Parce qu'on dit mutuelle, mais c'est souvent des complémentaires, parce qu'il y a 3 types de complémentaires à la Sécu. Il y a les mutuelles, les instituts de prévoyance et les assureurs privés à but lucratif. Et les complémentaires d'ailleurs, elles perdent de plus en plus de parts de marché face aux assureurs à but lucratif. Alors comment on peut poser le débat? Déjà, on peut poser le débat en termes d'efficacité. En France, on a un des systèmes de santé pour lesquels le coût de gestion est le plus élevé. Et ça, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une double assurance. Pour le même soin, par exemple, quand on va chez le médecin à 25 €, pour le même soin, il y a 2 travails qui sont faits pour rembourser le soin. Celui qui est fait par la Sécu et celui qui est fait pour la complémentaire. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est remboursé par la Sécu locale, c'est la Sécu qui le fait, et les complémentaires, c'est pour autre chose. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas des complémentaires, c'est pas un complément sur le même soin, c'est des supplémentaires. C'est pour d'autres soins qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils ne sont pas considérés comme importants. Donc le fait qu'on ait ce système de double assurance pour le même soin, ça coûte très cher, ça démultiplie tous les frais. Et en plus, de toute façon, les complémentaires santé, c'est toujours plus cher. Pourquoi? Parce que les complémentaires santé doivent payer des frais, notamment des frais de publicité, de marketing. Quand c'est des entreprises à but lucratif, elles doivent aussi rémunérer le capital. Les marges, les dividendes. Exactement. Et donc quand on regarde les frais de gestion de la Sécu comparativement à ceux des complémentaires, le rapport c'est 5% pour la Sécu et ça peut être 15 à 20% pour les complémentaires. Donc même d'un point de vue purement comptable, c'est pas du tout efficace. Et puis en plus ça crée des inégalités, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas de complémentaire. Les sans-emploi notamment les jeunes en particulier. Tout le monde n'a pas de complémentaire, donc ceux qui n'en ont pas donc, sont exclus et ne peuvent pas rembourser ou peuvent difficilement rembourser leurs soins. Ensuite, quand on a une complémentaire, on n'a pas tous la même, il y en a qui remboursent bien, il y en a qui remboursent moins bien. Et donc ça c'est vraiment un problème très important. Donc ne serait-ce que pour une question d'économie et une question d'égalité, eh bien il faudrait effectivement en finir avec ces complémentaires. Alors juste dernier mot là-dessus, le HCAM, le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie, a fait un rapport l'année dernière 2021 où il expliquait que en étendant la sécurité sociale sur la part dite ticket modérateur, on ferait 5 milliards d'euros d'économie. C'est-à-dire que ce que les gens payent en complémentaire, ils le paieraient un peu en cotisation supplémentaire, mais l'écart entre ce qu'ils payent en moins et ce qu'ils paieraient en plus, c'est 5 milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, on peut décider de faire une réforme qui soit plus égalitaire
et qui fasse des économies, et on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas le pouvoir. D'où l'enjeu qui est de reprendre le pouvoir sur la sécurité sociale pour en finir avec des situations de rente comme celle-là qui n'ont aucune raison d'exister. Récemment, enfin, la sécurité sociale, normalement, elle est censée avoir été grandie de la crise du Covid, puisqu'on a eu Emmanuel Macron qui nous a dit que l'État-providence, c'était pas des charges, mais c'était, j'ai plus le mot, mais je crois, un investissement essentiel lorsque le destin frappe. Olivier Véran qui avait dit qu'il y aura un avant et un après pour l'hôpital, mais on peut sous-entendre un avant et un après pour la sécurité sociale. Et en même temps, dans votre livre, on a l'impression que pas du tout, et que le Covid a même été a accéléré la capitalisation, enfin en tout cas je sais pas si c'est financiarisation, capitalisation de la sécu, privatisation de la sécurité sociale. Enfin, vous l'expliquez un peu comme ça, que le Covid finalement n'a pas rendu ses lettres de noblesse à la sécurité sociale, mais que ça a été tout l'inverse. Est-ce que j'ai bon ? Et si oui, pourquoi ? Alors, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que même s'il faut apporter beaucoup de critiques à la politique du gouvernement pendant le confinement, on a bien vu une chose, c'est que justement, quand le destin frappe, à la sécurité sociale, on est bien content qu'elle soit là. Parce qu'elle est beaucoup plus solide financièrement, elle est beaucoup plus importante socialement que tout un tas d'autres institutions qui peuvent exister par ailleurs. Et donc, malgré les discussions importantes qu'il faut avoir sur la politique qui a été amenée à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la sécurité sociale a versé plus de prestations, a financé plus de soins. Par exemple en rémunération de médecins, par exemple en achat de consommation de soins médicaux, par exemple les vaccins. Donc la sécurité sociale, en fait, elle s'est développée à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça longuement, ça ne veut pas dire que c'était assez, mais il est clair qu'avec l'épisode du confinement en particulier, alors qu'on nous disait tout le temps qu'il n'y avait pas d'argent magique, c'était en 2018 dans un hôpital de Caen, ce que disait le président d'alors, eh bien avec le confinement, la sécurité sociale s'est développée. On a vu que c'était possible. Et d'ailleurs, on a vu que c'était possible et tout le monde s'est dit il y aura un monde d'après. Donc évidemment, tout ça a été ensuite encamisolé pour qu'il n'y ait plus ce monde d'après. Mais ça a bien montré que c'était possible et que ce sont bien des choix politiques qui font qu'on ne finance pas l'extension de la sécurité sociale. Alors, vraiment, important d'avoir en tête cette idée que, effectivement, la sécurité sociale s'est développée. C'est pour ça qu'il y a eu des déficits très importants et donc qui ont nourri une financiarisation de ces déficits via leur transfert à la CADES. Mais ça a été développé, mais l'enjeu, c'était pas l'argent. C'est comme en 1945. L'enjeu, c'est pas l'argent. Les classes dominantes sont tout à fait d'accord pour donner de l'argent quand elles pensent que les choses vont mal aller pour elles. Et en 1945, contrairement à ce qu'on peut croire, tout le monde est d'accord pour qu'on fasse une sécurité sociale, pour qu'on donne plus d'argent, qu'on soit plus généreux. Là où il y a un gros niveau de conflictualité, c'est sur comment on va organiser cette sécu. Et la grande nouveauté, c'est qu'à cette époque-là, on donne le pouvoir, en tout cas une partie du pouvoir aux intéressés. Qu'est-ce qu'a fait Macron ? Il a mis plus d'argent sur la table. Il a refait sur une autre question qui est le prix de l'énergie récemment. Et il le refait régulièrement. Il l'avait déjà fait à l'époque des Gilets jaunes. Donc il met plus d'argent sur la table. Mais ce qui a été absolument verrouillé, c'est la capacité de décider politiquement de façon plus démocratique. Il a consulté personne ou presque. Ce gouvernement sur les questions de ce qu'il fallait faire pendant cette pandémie. Il a même fait pire que ça, puisque la plupart des décisions qui ont été prises, elles ont été prises, alors l'expression m'échappe, mais c'est en Conseil de défense. Oui, c'est ça, Conseil de défense. Qui est protégé par justement le secret défense pendant une durée très importante. Donc il y a eu une surcentralisation de l'État qui a été tout à fait capable de donner de l'argent, et donc oui, il y a eu une extension de la sécurité sociale, mais qui a concentré le pouvoir pour justement ne pas réfléchir à ce qu'on pourrait faire de mieux. Et une fois le gros des conséquences du premier confinement fini, pas la pandémie n'est pas finie, mais une fois le gros des conséquences du premier confinement fini, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit qu'il allait investir beaucoup d'argent, mais concrètement, quand on regarde, c'est pas vrai. Il y a eu évidemment beaucoup plus d'investissements que dans les années précédentes. Ça, c'est indéniable.
Il y a eu le Ségur. Mais voilà, il y a eu le Ségur. Alors le Ségur, c'est très intéressant parce que le Ségur, notamment, alors il y a eu deux versants, le versant salaire, ou plutôt rémunération et pas salaire. Il y a eu quelque chose de l'ordre de 8 milliards de rémunération en plus par an pour les soignants. Donc ce qui était bien, mais ce qui les laissait en deçà des moyennes européennes. Et ces rémunérations, elles étaient sous forme justement de primes. Exactement. Et pas du tout de salaire. Du coup, ça veut dire pas de cotisation. Et après, on se plaint que la sécurité sociale... Et pour la retraite, ça veut dire que c'est pas nécessairement compté. Exactement. Donc là, vraiment, double actualité. Et après, il y a le volet... Mais donc ça, c'est vraiment significatif. Même si on peut considérer que c'est pas assez, c'est significatif et beaucoup plus que ce qu'on a vu durant les 20 dernières années précédentes au moins. Mais il y a eu aussi... donc le volet investissement, enfin le volet dit investissement. Dans ce volet investissement, c'était 19 milliards. 19 milliards, sur ces 19 milliards, c'était 13 milliards d'euros de reprise de la dette et 6 milliards d'investissements nouveaux. C'est 13 milliards de reprise de la dette. Ça veut dire quoi, reprise de la dette? Ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, les hôpitaux sont le couteau sous la gorge pour rembourser leurs dettes, parce qu'ils sont obligés de s'endetter pour se moderniser. Et donc ce que dit l'État, c'est que votre dette, vous n'allez plus la payer, c'est nous qui allons la payer. Alors qui nous? Pas l'État, mais la CADES, qui est donc cette structure qui gère la dette de la Sécu. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que localement, oui, les hôpitaux qui bénéficient de cette reprise de dette, ils sont un peu plus à l'aise. Mais c'est pas des investissements nouveaux, c'est simplement que au lieu d'être très mal, ils vont un peu mieux. Certains peut-être peuvent imaginer réinvestir parce qu'ils sont dans une situation moins difficile d'un point de vue financier. Mais ça, c'est pas de l'argent vraiment en plus, puisque après c'est la CADES qui doit payer. Et comment la CADES elle paye? Elle paye en faisant des économies sur les restes des comptes de la sécurité sociale. Donc on a cette idée qu'on va désétrangler, si on veut, les hôpitaux à un niveau, mais après ce financement il se fait par un endettement à long terme qui signifie quoi? Qui signifie qu'on va devoir trouver des ressources quelque part en limitant l'accès aux prestations. Donc là c'est 13 milliards, c'est ça, donc c'est pas quand même extraordinaire. Et il y a, surtout après la pandémie qu'on a vécue, etc., enfin qu'on vit encore, et les 6 milliards qui restent, on pense souvent que c'est 6 milliards pour l'hôpital, mais en fait ces 6 milliards étaient découpés en petites tranches, notamment pour les hôpitaux, mais aussi pour d'autres structures. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en avaient pas besoin. Mais évidemment, dire que c'est 19 milliards pour l'hôpital, quand on regarde dans le détail, ça n'a rien à voir. Et puis c'est sur plusieurs années en plus. Et c'est sur 10 ans. Ouais, donc ça veut dire que tout de suite ça fait dégonfler le chiffre à 1,9 milliard, puis si tu enlèves la reprise de dette... Et voilà, et il faut toujours avoir des ordres de grandeur. Souvent, les économistes, ils donnent plein de chiffres ultra précis et ils sont très durs sur ceux qui connaissent pas bien les chiffres. Moi, c'est pas du tout. Je pense que c'est pas une bonne façon de raisonner. Pour le débat public, il faut des ordres de grandeur. 19 milliards, enfin 13 milliards de reprise de dette plus 6 d'investissement. Et tout à l'heure, on a dit quoi? Tout à l'heure, on a dit que les complémentaires, c'était 5 milliards par an. Et c'est un rapport du HCAM, donc, qui est pas une institution réputée pour être radicale. Ça veut dire qu'en fait, un Ségur de la santé, on peut s'en payer presque tous les ans. Si on compare les 5 milliards d'économies dues aux complémentaires aux 6 milliards de réel investissement. Voilà les ordres de grandeur. C'est pour ça que, évidemment, les sous, il en faut plus. Évidemment, moi je suis tout à fait favorable et je pense que c'est nécessaire d'augmenter le taux de cotisation, notamment par exemple pour financer la branche dépendance de la sécurité sociale. Mais il faut aussi du pouvoir. Il faut du pouvoir pour réussir à remettre un peu d'ordre dans ce qu'on décide de financer et ce qu'on décide de ne pas financer. Alors, j'ai une dernière question, parce que l'heure tourne, donc on va passer un peu sur les médecins, on va y passer, on y reviendra peut-être une prochaine fois. Dernière question, au moment où on enregistre, on est juste avant une nouvelle séance sur les retraites. D'ailleurs il reste 3 jours pour l'Assemblée nationale pour étudier le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, qui n'en est pas du tout un par ailleurs. Et donc on est en pleine séquence sur les retraites. Après tout ce que vous avez pu nous dire, notamment sur les enjeux de pouvoir, sur la lutte pour la sécurité sociale, pourtant là à l'Assemblée, moi tout le temps j'entends qu'ils veulent sauver le système par répartition, ils veulent sauver le système de retraite. On peut leur faire confiance ou pas? Et sinon, jusqu'où ils peuvent aller? Je pourrais dire des choses moi-même en tant qu'économiste un peu radical, mais je vais laisser parler aussi une institution qui est justement, elle, pas radicale, même plutôt conservatrice, qui est le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Et ce que dit le Conseil d'orientation des retraites dans ses rapports, tout le temps, et c'est pas que celui-là, c'est depuis peut-être une dizaine d'années, c'est qu'il dit que notre problème, c'est pas des déficits qui seraient structurellement trop importants.
notre problème, en fait, c'est qu'on est en train d'organiser la pauvreté des futurs retraités, et que le niveau de pension des futurs retraités est en train de se réduire. Donc l'enjeu, à mon avis, c'est pas vraiment que les gouvernants cherchent à remettre en cause le système par répartition, c'est surtout qu'ils sont en train d'asphyxier le niveau des retraités, des retraites des gens qui sont en train de partir à la retraite. Et ça, c'est pas ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils font maintenant. On sait que maintenant, les gens vivent évidemment plus longtemps, mais comme ils cotisent plus longtemps, le temps qu'ils passent à la retraite a tendance à se réduire. Le niveau des pensions va avoir tendance lui aussi dans le futur à se réduire. C'est pour ça que quand on regarde ce rapport, on se rend compte qu'en pourcentage de la richesse nationale, alors qu'il y a effectivement de plus en plus de retraités, le niveau de la richesse nationale qui est attribué aux retraités baisse. Comment c'est possible ? C'est le niveau des pensions qui est moins bon, le temps durant lequel on a le droit à sa pension qui est moins bon. Donc l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nos pensions. Et vous avez entièrement de raison de dire que là, le débat est complètement verrouillé et complètement rendu impossible par des dispositifs qui sont des coups de force. 47.1, 49.3, loi de financement de la sécurité sociale, tout ça permet de brutaliser l'Assemblée. Mais ce que j'aimerais dire peut-être pour finir, c'est que tout ça, évidemment, ça nous paraît violent, mais ça n'a vraiment pas grand-chose de neuf, puisque l'histoire de la sécurité sociale, c'est l'histoire de coups de force comme ceux-là. Par exemple, quand est créée la CSG par Michel Rocard, c'est déjà du 49.3. Quand il y a l'étatisation de la sécurité sociale en 67, en 95 avec Juppé, en 67 avec Jeannet, c'est déjà des ordonnances, donc des brutalisations du corps social, en particulier pour le coup de l'Assemblée, puisque ça passe par des textes qui sont discutés au Parlement. Mais cette brutalisation, c'est une constante. Et l'enjeu, c'est que face à cette brutalisation, il faut prendre conscience du fait que la Sécu, c'est un rapport de force, la Sécu, c'est du conflit, et il faut qu'en face de la force mise en évidence et utilisée par les gouvernants, il faut une organisation qui cherche à défendre un autre monde. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Da Silva, donc auteur de La bataille de la Sécu, l'histoire du système de santé, préfacé par Bernard Frayot, d'ailleurs, grande classe, qui passe à Limoges au mois de mars. Et donc merci beaucoup, j'invite tout le monde à aller lire ce livre, à regarder vos interviews, à vous suivre aussi sur les réseaux, parce que ça permet toujours d'avoir des billes sur des sujets d'actualité. Donc au plaisir de vous recevoir une prochaine fois à l'Assemblée, même pour peut-être former nos camarades macronistes sur les enjeux de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Merci à vous.